Voilà, les minutes sont passées, donc nous démarrons. Bonsoir à tous, bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir Olivier Zajec, professeur qui va nous parler de la frontière et des frontières. Alain Lefebvre va le présenter plus avant. Moi, je vais vous parler 30 secondes de l'actualité du club. Donc nous aurons, nous l'espérons, 2 conférenciers d'ici l'été, un au mois de mai, un au mois de juin. Nous ne vous révélerons pas encore leurs identités parce que rien n'est définitivement conclu. On espère une bonne surprise de quelqu'un d'assez connu, mais c'est encore à discuter. Donc un événement au mois de mai, un événement au mois de juin. Pour ceux qui ne sont pas inscrits au cercle, on a besoin de votre petit soutien parce que l'économie, notre petite économie fonctionne aussi avec votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a des formulaires à l'entrée. Et à l'issue de la conférence, évidemment, le conférencier dédicacera son livre pour tous ceux que ça intéresse. Voilà, je passe la parole à Alain. Bien, alors, contrairement à la formule consacrée qui veut qu'on ne présente pas les conférenciers, je vais vous présenter Olivier Zajec. Vous dire 2 mots de ce brillant garçon qui a 41 ans et qui a passé pour l'instant plus de temps à apprendre et à transmettre, à étudier et à faire étudier, et à travailler plutôt qu'à assurer sa promotion dans les médias que notre ami Slobodan Despot appelle les médias de grand chemin. Donc il a beaucoup travaillé et son curriculum vitae est très impressionnant. Je vais vous en livrer de toutes petites parties. Alors, moitié breton, matiné de Lorrain, il est aussi à moitié slovène, donc ça veut dire... européen, on va dire. Donc européen et originaire de l'Empire austro-hongrois, comme il me l'a précisé tout à l'heure. Donc, il est né en 1976, il est marié, il est père de 4 enfants, et son activité essentielle est d'être maître de conférence en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lyon 3. Alors, il est passé par le célèbre lycée Henri IV à peu près en même temps qu'Emmanuel Macron, qui lui n'a pas choisi Normal Sup. Je vous rappelle au passage d'ailleurs que le président de la République a raté Normal Sup 2 fois. Et en ce qui concerne Olivier Zajec, il a réussi Saint-Cyr, et dont il est sorti diplômé avec mention en 99. Puis il a fait Sciences Po Paris, dont il est également sorti diplômé avec les félicitations du jury. Il a fait une agrégation d'histoire, puis un doctorat d'histoire en relations internationales et contemporaines avec une thèse sur Nicolas Spykman. Alors je ne sais pas comment il faut le prononcer, parce que ceux qui me connaissent ici savent que mes dons pour les langues étrangères est assez modéré. Donc comme il est d'origine néerlandaise, on doit pouvoir dire Spookman, mais s'il est français, on dit Spykman, et comme il est américain de nationalité, c'est Spykman. Donc Nicolas Spykman, sur lequel Olivier Zajec a fait sa thèse, est l'inventeur, entre guillemets, de la géopolitique américaine. Voilà. Vous trouverez d'ailleurs cette thèse sous la forme d'un livre que vous pourrez acquérir en même temps que le livre sur les frontières dont Olivier Zajec nous parle aujourd'hui. Alors, Olivier Zajec est aussi directeur de cours de géopolitique à l'école de guerre, conférencier à l'IHEDN, il est chargé de cours de stratégie théorique au Collège royal d'enseignement militaire supérieur du Maroc, et dans le même temps, il mène des activités de recherche dont je ne peux pas vous livrer la totalité parce que ça prendrait un certain temps. Comme vous l'aurez compris, c'est un véritable expert en son domaine, ce qui explique en grande partie que les grands médias qui s'intéressent trop peu dans nos contrées à cette matière et qui préfèrent l'écume déversée par de vrais faux spécialistes fassent peu appel à lui. Voilà. Alors ses pairs, en revanche, apprécient ses travaux. Il a été récompensé par de nombreux prix pour ses travaux de la part de jurys compétents et exigeants. Aujourd'hui, le contexte international et européen donne un relief tout particulier à l'ouvrage qu'il a entrepris de rédiger il y a maintenant 2 ans, le sans-frontiérisme militant, poussé par quelques exaltés qui entendent faire accepter comme une fatalité un monde sans frontières, avec comme ultime horizon de fabriquer des citoyens du monde interchangeables, tente aujourd'hui de s'imposer. Leur ultime argument est que les frontières seraient fauteuses de guerre et de conflits. Dans la conclusion de son livre Frontières, et sans vouloir déflorer ses propos, Olivier Zajec démontre admirablement, et je le cite, « Les mouvements migratoires actuels, dont le caractère massif remet en question la fonction essentielle de filtre qu'induit toute frontière, effacent moins les barrières entre les peuples qu'ils ne les reconstituent à l'intérieur même des sociétés d'accueil. » Et il conclut son livre en disant « Vouloir leur disparition, la disparition des frontières, pourrait bien relever de la chimère, à moins de désirer que la planète entière, par réaction, se couvre un jour de ghettos et de forteresses. » Mais j'ai déjà trop parlé, et donc je lui laisse la parole.
Merci beaucoup de cette présentation. On va le voir dans un instant, la question des frontières ne se réduit pas à celle des migrations. Elle est pleine de ce qu'on appelle des variables complexes, comme souvent d'ailleurs les concepts, les notions, les phénomènes qui relèvent de la science politique et de cette partie de la science politique qui s'intéresse aux interactions externes, que sont les relations internationales. Mais effectivement, les frontières renvoient relation d'altérité, à la fonction de filtre, à la fonction de barrière, à la fonction d'interaction, qui est au cœur de toute politique et de toute découverte, appréhension et dialogue avec l'autre, que ce soit un concurrent, un adversaire, un partenaire, etc. Donc cette question de frontières, elle est évidemment centrale. Merci beaucoup de cette présentation. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette invitation et à venir m'exprimer ce soir pour vous présenter, vous parler de cet ouvrage que je consacre à la thématique des frontières. C'est un sujet autour duquel j'ai pas mal tourné ces dernières années et j'ai décidé d'aborder sous la forme non pas d'un traité de sciences politiques, une somme universitaire de 500 pages. Ça fait quelques années que j'enseigne à l'université, je connais mes étudiants, je sais qu'ils ne liront pas ou ils auront beaucoup de mal à lire ce genre de choses. Donc je suis passé par quelque chose d'un peu didactique, illustré, en couleur, ce qui m'a permis de faire les éditions chroniques. Voilà, un ouvrage de vulgarisation qui se feuillette plus qu'il ne se lit d'une traite. Par ailleurs, bien des choses très savantes, mais vous le savez, ont été écrites sur les frontières, à commencer par les ouvrages essentiels de Michel Fouché, Fronts et frontières. Ça commence à dater. Ce livre, il a été fondateur, véritablement. Il a servi un peu d'exemple et de référence à toute une génération de géographes, d'historiens, de politistes qui ont redécouvert la question des frontières, un peu à contre-courant d'une époque, les années 90, les années 2000, qui voyaient la frontière s'éloigner dans la brume des illusions westphaliennes, pour reprendre certaines expressions qui avaient cours à ce moment-là. Donc ce livre n'est pas un traité, c'est plutôt l'occasion de voir, de donner à voir l'infinie complexité du phénomène frontalier. Ce sont donc des éclats de frontières. C'est une expression que j'emprunte à Daniel Nordman, qui a écrit des choses très belles sur l'histoire des frontières, en particulier des frontières françaises, à la frontière nord et nord-est. Et ces éclats de frontières donc montrent des lignes de séparation, des lignes de communication également envisagées sous leur nature à la fois politique, sociale, sociologique, mais on le verra dans un instant. Donc, les frontières, elles sont placées entre le passé et le futur, comme en suspension entre deux époques du monde. Et on hésite à les caractériser. Est-ce qu'elles appartiennent au passé? Est-ce qu'elles représentent quelque chose qui va revenir? Est-ce que c'est notre avenir, finalement? Est-ce qu'il va falloir peut-être s'habituer à les comprendre à nouveau pour pouvoir, non pas dominer, mais au moins interpréter le monde qui vient et auquel on va être confronté? Donc, voilà, c'est ça. La dialectique, le fil rouge, c'est ces frontières en suspension entre le passé et l'avenir et la nécessité de les comprendre. De les comprendre pour mieux les interpréter. Aujourd'hui, c'est le fil rouge du livre. Alors, au-delà d'un aspect informatif et d'une présentation un peu impressionniste dans ce livre, l'ambition, c'était de faire réfléchir le grand public, les étudiants, tous ceux qui s'intéressent à la géographie, l'histoire, les relations internationales aujourd'hui, de les faire réfléchir à la signification que les frontières ont pour nous. Pas simplement une présentation un peu scientifique, un peu désincarnée, un peu sèche, mais véritablement une manière de ressaisir les frontières pour les comprendre afin de mieux se positionner dans le monde qui vient. Pour nous aujourd'hui, et je dirais même, et plus pour nous Européens en particulier. On a un rapport à la frontière très particulier, mais j'y reviendrai dans un instant. Avant de commencer et de traiter le sujet directement, je voudrais m'arrêter un instant sur cette photo que vous connaissez certainement, c'est une des plus célèbres du monde, l'une des plus tragiques aussi, ce qui est souvent moins connu pour cette photo. On est en Allemagne de l'Est, dominé par le grand frère soviétique. À ce moment-là, on est plus précisément à Berlin, le 15 août 1961. Et l'ancienne capitale du Reich est divisée depuis 1945 par
entre les Russes, les Britanniques, les Américains et les Français, 4 secteurs d'occupation. La tension monte entre les anciens alliés, la Grande Alliance est en train de se déliter, et finalement la guerre froide va s'imposer. Elle s'impose à partir de 47. En 61, la tension est extrême, et en 61, les Soviétiques décident de construire un mur de séparation au beau milieu de la ville, et on ne sait pas encore à ce moment-là, puisque les derniers moellons du mur achèvent d'être cimentés, on ne sait pas qui va encore séparer les Berlinois pendant 30 ans. Et ce jour-là, précisément, alors même que le mur n'est pas tout à fait terminé dans tous les secteurs de la ville, un jeune sous-officier est-allemand de 19 ans, Hans Konrad Schumann, est chargé de surveiller la limite entre le secteur français et le secteur soviétique. Et le mur ne s'élève pas à cet endroit-là encore. Au sol, vous avez un simple barbelé déroulé, et en un instant, qui va décider toute sa vie, Schumann franchit brusquement le mince barrage, il regarde derrière lui, il court, il franchit le barrage, il se débarrasse de son arme, et il passe à l'ouest. Et derrière lui, le mur se referme. Et il y a un photographe qui est là, Peter Liebing, qui saisit l'instant, et sa photo va devenir un symbole historique, une icône de liberté, un plaidoyer contre le totalitarisme. Et puis, l'histoire s'arrête là. La photographie fige l'instant, et ça devient un symbole, ça devient une allégorie finalement, et puis l'homme disparaît. Mais cet homme, il est toujours là, il est vivant, il passe à l'ouest, et Schumann refait sa vie. Il refait sa vie en Bavière. Derrière lui, il a laissé sa mère, son père et sa petite sœur. À la chute du mur en 89, Schumann les retrouve. Il repart en Allemagne de l'Est. Mais à ce moment-là, il va être confronté à une situation un peu difficile, puisque bien des membres de sa famille ne lui ont pas pardonné sa défection, qui leur a valu de grands ennuis politiques. Ses anciens collègues le traitent de lâche, de traître, et Schumann repart en Bavière. En 98, il se suicide. Alors, Paul Claudel écrivait « Rien ne s'ouvre que pour se refermer. » Et d'une certaine façon, franchir la frontière, n'importe quelle frontière, mais on va voir ça dans un instant, n'est jamais neutre culturellement. Et ce n'est jamais neutre culturellement, fût-ce pour aller quérir la liberté, comme c'était le cas ce 15 août 61. Donc cet apologue nous ramène à une question fondamentale, celle de ce soir. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui, et de manière assez quand même caractéristique, de retour des frontières? Parce qu'elles avaient disparu. Alors voilà, c'est une espèce de petit finalement, je reviens, de petits pots pourris, disons, de couverture, alors soit de magazines, le Monde Magazine, le Retour des Frontières, soit d'annonces de conférences, de colloques universitaires, le Retour des Frontières, 5e journée des sciences sociales, le Monde, Sciences Po, un ouvrage de Michel Fouché, le Retour des Frontières, très récent, magazine Carto, et puis organisé par la BRED, les Nocturnes de l'économie, le Retour des Frontières, la fin de la mondialisation. Bon, finalement, voilà, tout ça c'est aujourd'hui. Les frontières qui reviennent, le retour des frontières, le retour de l'histoire, le retour de la politique, le retour de la tragédie dans la politique. Bref, quelque chose qu'on fait mine de redécouvrir. À tout le moins, on peut parler de prise de conscience collective ici. Mais est-ce qu'elles avaient disparu, ces frontières? Pourquoi est-ce qu'on parle de retour? Et plus fondamentalement, est-ce que les frontières sont un résidu du passé westphalien, voué à disparaître sous le coup d'un double mouvement d'interdépendance économique et d'interconnexion multiculturelle qui rebat les cartes du jeu international, ou bien est-ce que les frontières restent investies d'un rôle fonctionnel d'autant plus indispensable, précisément, que la dynamique des flux de tous ordres s'accélère à la surface d'une planète où le temps et l'espace se compressent tandis que les identités s'entrechoquent. Donc ça, c'est la problématique, d'une certaine façon. Moi, je fais partie, donc, j'ai 41 ans, vous l'avez dit, je fais partie d'une génération pour laquelle la thèse dominante était plutôt la deuxième. C'est celle de l'abolition progressive de toutes les distances. C'est celle que on me présentait, par exemple, lorsque j'étais étudiant à Sciences Po au début des années 2000, dans les cours de ce qui s'appelle toujours l'espace mondial, cours d'espace mondial. Et le discours pouvait alors être résumé en recourant à ce que j'appellerais la convergence des trois fins, en référence à trois thèses par ailleurs très intéressantes. La première, elle est extrêmement connue, évidemment, c'est celle de la fin de l'histoire,
la plus célèbre, qui nous renvoie à l'article et puis à l'ouvrage éponyme de Fukuyama, qui est paru en 89, quelques mois avant la chute du mur d'ailleurs, ce qui s'appelle avoir un sens aigu de la temporalité éditoriale. Je n'insiste pas sur cet ouvrage, ou du moins pas immédiatement. La deuxième fin, après la fin de l'histoire, c'est la fin de la géographie, beaucoup moins connue ce livre. C'est la thèse de Richard O'Brien, qui est paru en 92, on est à peu près dans la même temporalité. La thèse d'O'Brien, c'est le décès des États-nations surviendra inéluctablement parce que ces États-nations sont dépassés par, premièrement, la mobilité du capital, la surface de la planète, la division du travail internationalisée qui efface les frontières, et l'avènement des technologies de communication qui va effacer les distances. Voilà. La troisième fin, c'est celle du livre et des études de Bertrand Badi, dont l'essai consacré à la fin des territoires marque le débat français de manière assez profonde en 1995, en portant la thématique du transnational, des flux transnationaux. C'est-à-dire, selon sa propre définition, je le cite, les flux transnationaux, ce sont les réseaux par l'intermédiaire desquels l'essentiel de la vie économique, l'essentiel de la vie culturelle, de la communication s'accomplit, hors de tout ancrage territorial, hors de toute codification territoriale, hors de toute institutionnalisation territoriale. Et ces trois fins, fin de l'histoire, fin de la géographie, fin des territoires, finalement trouvent une synthèse assez intéressante là aussi chez Kenichi Omae en 2002 avec Borderless World, Monde sans frontières, Kenichi Omae, qui condense ce triptyque des trois fins pour en présenter la conséquence la plus signifiante politiquement, en l'occurrence celle de la disparition du concept classique de souveraineté étatique, la fin des frontières. Donc, trois fins qui se condensent et synthétisent dans une fin qui les englobe toutes et les symbolise d'une certaine manière, c'est cette disparition des frontières. Les conséquences de ce constat, qui est apparemment objectif à ce moment-là, il faut se replacer dans le... mais vous l'avez vécu avec moi, de ces années 90, ce qu'on a appelé le moment néo-idéaliste en relations internationales, où on voit effectivement ce monde westphalien, ce monde ancien, disparaître inéluctablement. Et les conséquences de ce constat, elles se retrouvent dans le domaine de la sociologie politique, par exemple, chez Ulrich Beck, qui a disparu récemment, en 2015. Au début des années 2000, il publie Pouvoir et contre-pouvoir à l'heure de la mondialisation, un ouvrage dans lequel il considère, vous l'avez ici, que la distinction entre le national, l'international, qui sous-tendait jusqu'alors notre conception du monde, il ne dit pas qui est notre conception du monde tout entière, est abolie. Ça non plus, c'est pas neutre pour les frontières, c'est un constat de décès. Et cette vision, et là c'est intéressant sur le plan de la sociologie des élites françaises, elle s'est institutionnalisée, par exemple, je prends l'exemple de Sciences Po Paris, qui est passé des très bonnes années à Sciences Po Paris, mais c'est vrai que c'est très représentatif du zeitgeist, de l'esprit du temps, pour une partie des élites françaises, et en particulier de leur rapport au monde, à l'ouverture, à la fermeture, à la nation, à ce qui dépasse la nation, etc. Et dans quand on regarde la manière dont a été baptisé, rebaptisé, le cours qui portait sur les relations internationales à Sciences Po, c'est très, très intéressant. J'ai mis la guerre froide, mais jusqu'au début des années 90, sont des cours de relations internationales. C'est une vision qui est, disons, classiquement interétatique, au sens de Raymond Aron, les relations internationales comme le jeu des relations entre les États. Les États qui ont le pouvoir de faire la guerre, les États qui détiennent des frontières, des États qui sont porteurs légitimes de la volonté d'un peuple, d'une nation, d'un groupe politique organisé, qui a des éléments de différenciation singuliers, qu'ils portent, qu'ils protègent, etc. Jusque dans ces années-là, ce cours s'appelle Relations internationales. La vision du monde, j'ai mis cette carte-là, c'est finalement cette représentation. Le monde est divisé en États, avec des relations de compétition, de concurrence et de coopération aussi. En 1989, le cours est rebaptisé. Ça devient les grandes lignes de partage du monde contemporain. Et là, l'image qui s'impose, c'est plus simplement les relations entre les nations, sur les relations entre des espaces qui les transcendent, qui les rassemblent, mais qui également les dépassent. C'est-à-dire la régionalisation du monde. Donc le phénomène de l'Union européenne, les grands accords commerciaux, le rassemblement finalement de nations qui sont dépassées par un temps qui s'accélère et une mise en réseau dans l'immédiateté, l'instantanéité du globe, au sens surplombant.
Et au début des années 2000, en 2000 précisément, le cours est rebaptisé une nouvelle fois Espace mondial. Et cette fois-ci, on passe un palier. On arrive dans une vision du monde qui est globalisée au sens propre, mais détourée, où les contours disparaissent, ou plutôt s'estompent, mais dans la tête de certains, c'est une disparition fatale, inéluctable, et qui va dans le sens de l'histoire. Et on est dans un espace mondial. Ce qui compte, c'est une sorte de, ce que j'appelle, mais c'est peut-être un peu excessif, la théologie des flux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus de strie, il y a une libre circulation des flux, et finalement ça recompose, ça redessine le monde. Voilà, le monde, ce sont ces communications, et il faut prendre acte, finalement, du décès du monde de Westphalie. Alors, bon, je n'ai pas été le seul, mais je dois avouer que j'ai pas été véritablement convaincu, ni à l'époque ni aujourd'hui, par ces visions téléologiques emboîtées, un peu trop hegeliennes pour être honnête, parce que finalement ces idées post-historiques selon lesquelles le réel serait définitivement devenu rationnel ont quelque chose d'un peu gênant pour ceux qui ont quelques notions d'histoire comparée, disons. Et il me semble par contraste que la formule toute simple de cet intellectuel, qui date de la fin des années 30, un politiste anglais, Edward Hallett Carr, pour ceux qui sont familiers avec la théorie des relations internationales, c'est un des fondateurs de la théorie réaliste, un peu plus compliqué que ça, mais il est resté dans l'histoire au moins pour ça. Lui, il avait saisi, me semble-t-il, quelque chose d'assez fondamental concernant la course historique de l'espèce humaine. Le changement, certain, le progrès, non. Et là, c'est une vision historique, une vision enracinée dans, non pas le sens de l'histoire, mais ce qui, dans l'histoire, revient, se renouvelle, au sens où, souvent, l'avenir, c'est souvent ce qu'on a oublié, généralement. Et c'est à partir de cette formule qu'il me semble intéressant de réfléchir aujourd'hui à ce que représentent les frontières et à la manière dont les envisagent, en particulier, les sociétés occidentales. Alors, sur le plan formel, qu'est-ce qu'une frontière ? Je vais passer assez rapidement... Là, c'est plutôt, je pense, parce que vous m'avez demandé, une discussion sur le sens de tout ça aujourd'hui et le rapport avec notre époque et nos représentations, notre rapport à la frontière. Mais une frontière, eh bien, c'est finalement qu'elle suive le lit d'un fleuve, par exemple. Facile de la dessiner, de la suivre. Ainsi, une crête montagneuse, que les frontières prennent la forme de lignes imaginaires aussi, qui courent sur les cartes, qui se jouent du relief. Quelle que soit cette incarnation, généralement, nous percevons les frontières comme des tracés bornés, très exactement dessinés. Donc c'est quelque chose de rationalisé, de rationnel. C'est tellement rationnel que parfois certaines sont linéaires, sont droites, c'est des coups de crayon gigantesques, démiurgiques, le long du planisphère. Vous voyez la frontière entre les États-Unis et le Canada, par exemple, c'est à la fois artificiel, c'est très exactement dessiné. Finalement, on est vraiment la prise de l'homme sur le réel et sur la nature. Donc la frontière a un côté artificiel. En réalité, dans la langue française, cette linéarité que nous associons à la notion de frontière ne remonte pas au-delà du XVIIIe siècle. À l'origine, frontaria, c'est le front opposé aux ennemis. Et cette notion, elle voisine avec d'autres mots, termini, fines, confinia, qui reflètent toujours, à un degré ou à un autre, un sens militaire et stratégique, qui renvoie à une ère de vigilance intermédiaire entre les pouvoirs, plutôt qu'à une ligne qui serait juridiquement abornée. Confins, un mot qui apparaît également en français au XVe siècle, et qui désigne des limites communes à une terre, à des terres, une proximité, c'est un voisinage. Mais ce mot, confin, il n'efface pas la notion, le sens étymologique de frontière, puisque confin vient de confinia, qui signifie près du front. On a toujours, et encore, une signification guerrière, à tout le moins potentiellement conflictuelle. La dimension donc tragique accompagne constitutivement la notion de frontière, envisagée, selon l'expression, la belle expression de François Terré, comme une cicatrice de l'histoire. Voilà ce qu'est une frontière. Et c'est pas seulement vrai en Occident, bien évidemment, c'est vrai également en Chine, et témoin cette complainte chinoise du IIe siècle avant Jésus-Christ, au sujet de la frontière absolue, en termes symboliques et de représentation en tout cas, qu'est la muraille de Chine. S'il te naît une fille, il faut la noyer. S'il te naît un garçon, il ne faut pas l'élever. Ne vois-tu pas que la grande muraille se construit sur des monceaux de cadavres ?
Alors ça renvoie bien évidemment au processus de construction de la muraille de Chine, comme vous le savez, c'est un peu comme les chemins de fer au Congo ou aux États-Unis avec les Chinois qu'on faisait venir par wagon, c'est pas wagon, mais par bateau entier, c'est le cas de le dire, pesait son poids de sueur et de sang humain. Mais on a ici, symboliquement, poétiquement aussi, la dimension tragique de toute frontière, qu'elle soit construite de main d'homme et exactement qu'elle marque le paysage, ou bien qu'elle soit invisible, mais résultat d'affrontements, d'oppositions et finalement d'efforts pour rester soi-même et défendre qui on est ou qui on pense être. Le plus important, donc, quand on aborde la notion de frontière, souvent on dit ça en introduction dans les cours de relations internationales ou de stratégie, c'est de se pénétrer de cette relation fusionnelle dès l'origine entre politique et le militaire, cette dimension latente de conflit. D'ailleurs, au XIVe siècle, en France, on dit que l'on fait frontière lorsque on met en ligne une armée aux confins du royaume pour empêcher l'adversaire de progresser. Et ce n'est que tardivement que le mot de frontière, en français du moins, va tendre à désigner beaucoup plus précisément, moins militairement, en tout cas moins directement militairement, un marquage linéaire consacré par le droit entre deux souverainetés. La langue anglaise, à laquelle il faut passer de temps en temps, je suis plutôt un défenseur du français et dans l'enseignement supérieur et d'ailleurs en général, mais la langue anglaise, comme toutes les langues d'ailleurs présentes, lorsqu'on saute de l'une à l'autre et qu'on essaie d'être un peu curieux, la langue anglaise, pour le concept de frontière, est très intéressante parce qu'elle, comme le français, elle a évolué dans son acception, sa compréhension du mot, de la notion de frontière, et elle établit des distinctions assez fines entre la notion de frontier, c'est un front pionnier dynamique, souvent conflictuel, pas toujours, mais qui établit une limite provisoire entre un territoire en expansion et un espace vierge. Bon, j'ai fait ces petits schémas là de manière à montrer les choses. Frontier, c'est hier les États-Unis qui progressent d'est vers l'ouest en abolissant finalement l'ère AIRE de la sauvagerie, de la barbarie, de ce qui est en tout cas perçu comme tel. C'est demain Elon Musk s'élançant à la conquête de Mars. On est dans cette notion très américaine qu'on retrouve dans les travaux de Turner, Frédéric Turner, sur la frontière comme espace de possible. Les États-Unis non pas comme pays mais comme idée, et comme idée toujours en marche, qui n'établit une frontière que pour la transgresser immédiatement parce que c'est son télos, c'est sa raison d'être. Donc la frontière dans ce sens-là. La frontière également dans le sens dans la langue anglaise de border, c'est-à-dire de zone de contact, donc c'est cette aire en rouge, entre de chaque côté d'une ligne juridiquement abornée, zone de contact où se mêlent les influences de souveraineté voisine entre A et B, des États reconnus, représentés. Et enfin, la notion de boundary, là, on renvoie davantage à la notion de linéarité. C'est la ligne imaginaire, strictement définie, juridiquement bornée, entre deux États. Alors, elle est imaginaire, mais elle peut s'incarner sur le terrain. On va avoir des bornes frontières, on va avoir des postes frontières, on va avoir des... Alors, toutes ces lignes-là ne sont pas bornées, justement. C'est une des problématiques aujourd'hui de la notion de frontière, mais voilà... Trois différences et trois incarnations, trois hypostases du concept de frontière. Donc, la frontière, elle a toujours une part de naturel et une part d'artificiel. Il ne faut pas opposer les deux. Elle est l'un et l'autre, d'une certaine manière. Et d'un côté, on a une vision linéaire, grandiose, rationnelle, celle des frontières juridiques, et de l'autre, on a une échancrure prodigieusement irrégulière de frontières stratégiques, marquées par des flux et des reflux permanents de souveraineté, et des mémoires conflictuelles, qui sont concurrentes, et parfois toujours à vif, d'ailleurs. Alors, il ne faudrait pas commettre une erreur qui est parfois commise, en se disant, bon, les frontières les plus linéaires, celles qui ont été tracées de la manière la plus rationnelle possible, sont les moins problématiques. Non. Et pas besoin d'aller en Afrique pour le comprendre, sur ces lignes qui ont été tracées par la colonisation. Prenez la frontière dont j'ai parlé tout à l'heure entre le Canada et les États-Unis. Généralement, c'est un non-sujet. On se dit, voilà une frontière totalement simple, linéaire, artificielle, tracée mathématique, poliment convenue entre deux puissances cousines, anglophones, démocratiques et développées. Donc, ils ont toujours entretenu des relations pacifiques. La dernière guerre entre les États-Unis et le Canada, on n'a pas eu.
en fait, c'est tout le contraire. Enfin, il n'y en a pas eu plus compliqué que ça, mais en gros, on n'a pas cette image-là. Et c'est tout le contraire, en fait. Et cette frontière, elle a une histoire extrêmement dense, et son histoire ressemble à un vrai roman conflictuel. Alors, je ne peux pas le développer ici, parce que pas le temps. Normalement, je suis assez bavard, mais je me contenterai de citer un diplomate canadien, Hugh Kenlyside, en 1929. Il résume le problème de la manière suivante, assez ironiquement. La frontière entre le Canada et les États-Unis est une création typiquement humaine, physiquement invisible, géographiquement illogique, militairement indéfendable, mais émotionnellement incontournable. Et on peut appliquer en réalité la remarque à toutes les frontières. Anciennes ou récentes, elles possèdent une densité symbolique héritée du passé qui continue à produire des effets profonds. Alors, à ce moment de l'évocation auquel je me livre, vous pourriez me dire, oui mais attendez, votre citation sur la frontière, là, émotionnellement incontournable, elle date de 1929. 1929, typiquement une vision de ce qu'était la frontière avant l'accélération des interdépendances complexes qui caractérisent aujourd'hui la mondialisation actuelle. Qui ressent encore une émotion incontournable, par exemple, en franchissant la frontière entre la France et la Belgique? Alors, j'aimerais ici attirer peut-être l'attention. Cela dit, on est tous différents par rapport à ça, mais disons que voilà, l'émotion incontournable, elle n'est pas aussi évidente qu'en 1929 pour une frontière. Et j'aimerais attirer justement l'attention sur un fait gênant, de ce point de vue-là. C'est durant le demi-siècle où les frontières se sont en réalité le plus multipliées, que se sont également multipliées les théories suggérant qu'elles avaient perdu leur sens. C'est un paradoxe, et souvent il n'est pas formalisé, il n'est pas rappelé. Et c'est un paradoxe aigu qui renvoie à notre appréhension problématique du monde, ou plutôt parfois à notre aveuglement face à ce qui est sous nos yeux, qui advient, mais qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas interpréter parce que ça serait un peu gênant du point de vue des conclusions. Si on regarde les faits, le marché mondial des frontières aujourd'hui militarisé, ce qu'on appelle les murs, mais ça prend une réalité assez différenciée, ça représente aujourd'hui 20 milliards de dollars. C'est un marché qui devrait atteindre 52 milliards de dollars dans le monde d'ici 2020. C'est une étude de marché Frost & Sullivan de 2014. En 1989, lorsque le mur de Berlin s'écroule, il y avait 16 murs frontaliers interétatiques dans le monde. En 2015, il y en a 65, des grands murs frontaliers qui sont en service ou prévus par différents États. D'ailleurs, cette expression de mur n'est pas très précise, hein. Ça peut être des murs au sens propre, des barbelés, des levées de terre, des fossés, etc. Par ailleurs, une barrière ne signifie pas forcément, vous savez, que le passage est fermé. On voit toujours le mur entre les États-Unis et le Mexique, mais on ne rappelle pas assez qu'il y a 60 millions de personnes qui transitent légalement tous les ans entre les États-Unis et le Mexique, hein, mur ou pas. Mais si on pose les choses, quand même, c'est assez impressionnant, le nombre de murs qui s'érigent dans le monde, un monde qui était censé être sans frontières, traversé par des flux que personne ne pouvait plus arrêter, et si on élargit nos perceptions aux dimensions du demi-siècle, on constate que le rythme de création juridique de nouvelles frontières interétatiques, en fait, n'a jamais cessé de s'accélérer à la surface du globe. Les Nations Unies, d'ailleurs, sont un témoin commode pour mesurer l'inflation de ce que Michel Fouché appelle cette orogenèse, cette création de frontières. En juin 1945, lorsque l'ONU est mise sur pied, l'ONU, c'est 51 États membres. En 1989, l'ONU compte 158 États. En 1994, 185. En 2017, 193. Donc ça veut dire qu'en 60 ans, on a une augmentation de plus de 350% du nombre d'États à la surface du globe. Nul besoin de préciser, évidemment, que cette floraison d'États a automatiquement multiplié ce qu'on appelle les dyades, avec un Y, c'est-à-dire les frontières partagées par deux États. Et évidemment, qui dit dyade, dit dispute, parfois, souvent, associée à cette constitution nouvelle de frontières. Et à l'époque contemporaine, aucun continent n'a été épargné par le phénomène. Généralement, dans les représentations générales, on se dit l'Europe est un continent stable, ça c'est bon pour l'Asie, l'Afrique, les continents, en tout cas l'Afrique, continent neuf, etc. L'Europe, c'est l'un des continents les plus neufs en réalité, en la matière.
87% des frontières européennes actuelles sont postérieures au Congrès de Vienne de 1815. Alors, souvent, les frontières les plus anciennes, on va les trouver en dehors de l'Europe, un certain nombre d'entre elles. Donc là aussi, il faut revoir nos perceptions. Si on articule les deux phénomènes dont on vient de parler, j'aurais tendance à dire que si la deuxième moitié du XXe siècle a été celle de la création juridique de frontières, eh bien, le XXIe siècle, qui va prolonger en réalité cette tendance, pourrait bien être, en plus de surcroît, le moment du blindage sécuritaire de ces mêmes frontières. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on a perçu que ces frontières s'effaçaient alors qu'elles étaient en train de se multiplier? Est-ce qu'on est aveugle? Est-ce qu'on avait les bons instruments d'interprétation? Quel a été quel phénomène intellectuel on peut parler ici? Et ce paradoxe devrait nous conduire, à chaque fois qu'on aborde le phénomène de frontières, il y a 60 chapitres dans ce livre, il y a des choses très, très différentes, point de vue littéraire, point de vue symbolique, point de vue surtout politique et de relations internationales, mais à chaque fois qu'on aborde le phénomène de la frontière, quel que soit le sujet, on devrait se demander quel est le rapport qu'entretient la frontière avec la notion d'altérité, qu'elle soit psychologique, religieuse, ethnique, culturelle, sociale, etc. Et évidemment, cette problématique d'altérité nous renvoie à une des tartes à la crème des relations internationales ces dernières années, cette vision, à laquelle vous reconnaissez évidemment la vision de Samuel Huntington, c'est le problème Huntington. Finalement, Huntington, c'est un peu une réponse aux trois fins qu'on évoquait tout à l'heure, fin des territoires, fin de la géographie, fin de l'histoire. Huntington, il dit, non, l'époque qui vient est celle du retour civilisationnel. Retour des distances civilisationnelles. La connexion ne signifie pas le lien. C'est pas parce que je suis en connexion avec le monde entier que je noue des liens avec le monde entier. C'est pas parce que j'ai le monde entier devant mon écran, dans mon écran, en instantané, que je comprends mieux le monde ou que j'en suis proche. On peut détester quelqu'un dont on est très proche. D'ailleurs, parfois, les deux vont ensemble. Qu'on passe plus de 3 jours de vacances ensemble avec des gens des amis qui sont des amis, mais il y a un proverbe britannique qui dit les invités c'est comme le poisson, au bout de 3 jours il commence à sentir mauvais. Donc la connexion c'est pas toujours le lien, et la proximité n'est pas toujours le partage et la compréhension mutuelle. Le problème d'Huntington, il est connu: schématisme, essentialisation, et pas seulement essentialisation de l'ère islamique, comme on le dit souvent, à raison d'ailleurs. C'est essentialisé, c'est trop simple pour être honnête. Il essentialise aussi et surtout l'Occident, en laissant croire que les intérêts sont les mêmes entre l'Europe et les États-Unis, parce que les principes et les valeurs seraient partagés. Principes, valeurs, intérêts, 3 choses totalement différentes en réalité. Donc il y a essentialisation, pas seulement de l'ère islamique chez Huntington, mais de l'ère occidentale, ce qui est au moins aussi grave du point de vue de l'analyse. Mais même ceux qui critiquent durement Huntington ont reconnu que son paradigme, pour parler un peu riche, avec ses erreurs de perspective, ses biais analytiques manifestes, disait quand même quelque chose du monde actuel. C'est ce que résume le politiste français Pierre Asner. Il dit: l'intuition de Huntington est juste au niveau le plus général. Devant la peur de perdre son identité avec la globalisation, la fin des modes de vie traditionnels, l'émergence de grandes villes inhumaines, tout le monde cherche ses racines et son identité. Et il rajoute: mais les conséquences politiques de la pensée de Huntington peuvent être dangereuses. Deux réalités. Intuition assez bonne, on ne peut pas le nier, et en même temps, si on systématise, où est-ce que ça nous mène? La question, c'est dès lors, qu'est-ce qu'on fait de cette intuition de Huntington? Et l'une des réponses, justement, je passe assez rapidement là-dessus, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, l'une des réponses, c'est que pour éviter les conséquences politiques dangereuses, on ira ça dans un instant, pour éviter les conséquences politiques dangereuses qu'évoque Pierre Asner, avec raison, il faut justement accepter de repenser la notion de frontière. Non pas comme un mal, comme un vestige du passé, mais comme un bien extrêmement précieux dans un monde turbulent où les chocs sont d'autant plus violents que les leçons de l'histoire ont été oubliées. Le changement est certain, le progrès, non. C'est à ce paradoxe, en fait, que répond le concept de frontière, sous des aspects formels et informels. Les aspects informels de la frontière, le message de la frontière, non pas seulement comme barrière, mais comme filtre qui permet l'expression sereine
des altérités, le dialogue des altérités, parce que je sais qui je suis, je prends conscience de l'autre et je lui parle sans appréhension, c'est une relation interactionnelle, eh bien cet aspect fonctionnel, informel de la notion de frontière, elle renvoie à une nécessité qui est que dans la politique actuelle, il est nécessaire de clarifier le rapport à soi. Pour avoir un rapport serein à l'autre, il faut avoir un rapport à peu près clair à soi, savoir qui on est. La crise de l'Union européenne, justement, nous renvoie à ce problème. L'Union européenne et les frontières, c'est toute une histoire. Et la crise que traverse l'Union européenne de manière indubitable dans les années 2010, le coup de tonnerre que constitue le Brexit, montre à quel point cette problématique des frontières est devenue centrale. Et la question des frontières de l'Europe, de ce point de vue, prend une importance croissante, avec des restrictions de nature réaliste. Aujourd'hui, faire correspondre les frontières de l'Union européenne avec celles du Conseil de l'Europe, qui, vous le savez, intègre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, dans le Conseil de l'Europe, c'est plus à la portée de Bruxelles. Pour longtemps, ni politiquement, ni économiquement, ni surtout électoralement. Ici, il y a un petit passage qui me semble assez intéressant d'un livre que je recommande, Le passage à l'Europe, qui a d'ailleurs été traduit en français chez Gallimard, me semble-t-il, la NRF, je crois. Comment un continent est devenu une union. Le rédacteur, c'est un philosophe, Luc van Middelaar. C'est le rédacteur des discours de l'ancien président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, donc assez éloigné des thèses identitaires, clairement, et qui pose la question de l'identité de l'Europe en disant la négation de l'approfondissement, l'élargissement a débouché sur une négation de l'approfondissement. Et cette négation de l'approfondissement mine le projet européen. Tant que les gens ont la sensation que la porte de leur maison est ouverte, il leur est difficile de s'en sentir bien chez eux. Je passe, on ne peut pas fonder l'Europe uniquement sur de grands principes. Finalement, c'est une contradiction. Jürgen Habermas, en particulier, patriotisme constitutionnel, agir communicationnel, etc. Habermas, le patriotisme constitutionnel d'Habermas n'a pas de chair, ne peut pas fonctionner. La critique est sereine, elle est faite recto tono, d'une certaine manière. L'Europe, il faut l'ancrer dans un territoire, une histoire qui ne commence pas le 9 mai 1950, le jour de la déclaration Schuman, de la même façon que la France n'a pas commencé en 1789. Jusqu'à présent, conclusion provisoire dans son livre, vraiment je le recommande, il est très bien écrit et puis il est assez rafraîchissant. Jusqu'à présent, l'assise identitaire de l'Europe n'a pas été explicitée, notre rapport au temps et à l'espace, la frontière, nous y voilà, n'a pas été défini. Alors, ce chantier de redéfinition, en Europe, et on voit un peu les modifications intellectuelles aujourd'hui qui sont assez intéressantes, ce chantier de redéfinition du soi et de réappropriation de la fonction de filtre de la frontière se double de problématiques d'un genre nouveau. Puisque le régime classique, c'est vrai, c'est pas tout de dire les frontières n'ont pas disparu, elles sont toujours intéressantes, il faut les comprendre, il faut comprendre qu'elles ont une fonction de filtre, ça suffit pas. Il faut aussi prendre conscience de leur mutation. Et ça, c'est vrai aussi. Le régime classique de gestion des frontières internationales fait face à des défis politiques, culturels et juridiques qui sont inédits. D'abord, c'est vrai, la question des migrations promet d'être l'une des plus complexes du XXIe siècle, avec un certain nombre de déstabilisations culturelles et politiques qu'elle pourrait engendrer si elle n'est pas régulée. Dans le même temps, il y a également d'autres défis. L'humanité s'approprie des espaces nouveaux, les abysses marins, les perspectives infinies de l'espace extra-atmosphérique. Bref, dans ces espaces-là, les frontières mutent, elles se déplacent, elles prennent la forme de réseaux complexes pour s'adapter à ce qu'on appelle les espaces fluides, comme le cyberespace par exemple. Y a-t-il des frontières dans le cyberespace? Comment est-ce qu'a fait la Chine pour contrôler son cyberespace? Est-ce que c'est ça l'avenir, ou c'est plutôt une ouverture généralisée et finalement est-ce que le bouclier d'or, ce qu'appellent les Chinois, ils ont réussi à faire quelque chose d'à peu près, non pas de complètement hermétique, mais de totalement régulé, avec un budget de sécurité intérieure qui dépasse largement leur budget militaire aujourd'hui. Vous savez qu'il est devenu le deuxième du monde. Est-ce que c'est ça l'avenir, ou est-ce que c'est une ouverture généralisée d'Internet? C'est la question de la frontière, une fois de plus. Et la question de ces nouveaux espaces, c'est la suivante. Est-ce que les nations vont se disputer ces nouveaux horizons, l'espace extra-atmosphérique, malgré le traité de 67,
les abysses marins, la haute mer, etc., le cyberespace. Est-ce qu'elles vont se disputer tout ça pour y établir des frontières, ou bien est-ce que ces espaces vont faire l'objet d'une gestion commune et partagée? Pourquoi pas? Mais c'est l'enjeu des années décisives qui s'annoncent dans un monde qui est polyarchique aujourd'hui. Polyarchique avec deux réalités qui sont complémentaires. D'une part, le monde est une agora multilatérale, oui c'est vrai, sur un certain nombre de questions, l'environnement, etc. C'est une agora multilatérale et en même temps, ça reste une arène interétatique. Et plus que jamais. Mais les deux coexistent. L'erreur étant de dire l'arène interétatique c'est le passé, et le passé fait pour marcher sur sa tête et puis advenir à quelque chose de plus sublime, ou bien de dire ça reste et ça va se marier avec justement cette agora multilatérale qui grandit également. Ça concerne un certain nombre d'espaces soi-disant ouverts. Voilà, Antarctique, ça c'est une... Il manque un petit R, carte de Jean-Philippe Antony, avec qui j'ai réalisé les cartes de cet atlas, qui est professeur à l'université de Bourgogne. L'Antarctique, voilà, frontière gelée, enjeu brûlant, ça résume la problématique. L'Antarctique, en fait, est, malgré le traité de 59, que le grand juriste français Dupuy appelait une aristocratie conventionnelle, parce que tout le monde n'est pas égal, tous les États ne sont pas égaux dans ce traité, c'est comme le traité de non-prolifération de 68, il y a certains qui ont plus de droits que d'autres, mais on cherche un équilibre relatif. Bien, aujourd'hui en Antarctique, il y a des richesses énormes qui suscitent des convoitises. Il y aurait 20% du pétrole et du gaz mondial sous la glace de l'Antarctique. Certaines nations se sont réservé le droit de poser des revendications si un jour le traité d'internationalisation de 59 était remis en cause, ce qui n'est pas complètement impossible. La Chine s'intéresse de très près à la zone, elle y possède 4 bases, elle y vient d'installer une piste de drone assez importante, et si vous allez sur la base de Kunlun, base chinoise de Kunlun en Antarctique, eh bien vous y verrez une immense banderole qui proclame « Bienvenue en Chine ». Donc l'Antarctique sans frontières, pas tout à fait, pas vraiment, la question est assez complexe. L'espace c'est la même chose, aujourd'hui, les frontières orbitales, est-ce que c'est un front pionnier que l'humanité va se partager, tous sur Mars? Donc ça c'est la notion de frontier, qu'on évoquait tout à l'heure, mais en fait, en plus de cette notion de frontier, Elon Musk, il faut qu'on devienne une espèce multiplanétaire, comme il le dit. En plus de cette dimension, il y a également la notion de boundary, autrement dit l'existence et la revendication par des acteurs autres d'ailleurs que les États-Unis de limites juridiques précises permettant non seulement d'explorer et de découvrir, mais de partager l'espace. Quant au cyberespace, troisième chose, bon, je rappellerai ici la réalité de l'acheminement des données, mais quelque chose que sans doute vous maîtrisez. En fait, le cyberespace est géodépendant. Il est géodépendant tout simplement parce que en 2017, les communications du trafic Internet mondial qui transitent par les satellites spatiaux, c'est 1%. 1% du trafic Internet mondial. Les 99% restants passent par 265 câbles sous-marins qui reposent au fond des océans jusqu'à 8000 mètres, le long des côtes de la planète. C'est un gigantesque réseau filaire de 900 000 km. Et il est où ce réseau filaire? Eh bien, il suit exactement les routes, les tracés qui étaient ceux de la pose des câbles télégraphiques au 19e siècle. Les All Red Lines de l'Empire britannique sont exactement sur les mêmes, en tout cas pour ce qui est du réseau transatlantique, sur les mêmes trajets. Cet assemblage de lignes est fragile, il peut être détruit, il peut être débranché, il peut être détourné, il est écouté par un certain nombre d'acteurs, et il aboutit surtout à un nombre précis de nœuds, de points qui n'échappent pas. En fait, c'est le resserrement des possibles liés aux détroits, aux isthmes, aux points de passage, qu'on appelle en géopolitique un resserrement des possibles. Et quand il y a resserrement des possibles en termes de communication, de franchissement, eh bien, il y a densité géopolitique et donc possibilité de conflit. Et on a des dialectiques très classiques. Ouverture, fermeture, centre-périphérie, terre-mer. C'est dialectique classique de la géopolitique. Donc, le fait incontournable pour nous aujourd'hui, c'est que les frontières sont mouvantes, en perpétuelle recomposition, parce qu'elles représentent non pas, comme le dit Georg Simmel, sociologue, philosophe allemand, c'est non pas un phénomène spatial engendrant des conséquences sociales,
mais bien un phénomène social matérialisé provisoirement sous une forme spatiale. En fait, la frontière est vivante. Elle manifeste l'intensité de la relation entre deux réalités humaines, deux composés humains, deux groupes organisés, politiquement humains, qu'ils soient étatiques d'ailleurs ou non étatiques. Je viens dans un instant pour conclure. Donc la frontière, ce n'est pas une ligne de barbelé, ce n'est pas une forteresse, c'est une réalité sociologique qui est vivante, qui est fragile, qui assure un rôle fonctionnel de filtre entre des écosystèmes humains complémentaires et, je dirais, heureusement différenciés. Heureusement différenciés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette vie propre de la frontière, la raison pour laquelle on voit revenir de plus en plus la notion de glacis aujourd'hui. Je passe là-dessus, mais de glacis militaire, de glacis sécuritaire entre les entités politiquement organisées. D'ailleurs, on pourrait dire de ce point de vue-là que la mondialisation soi-disant sans frontières est en passe, en Occident en particulier, de défaire en réalité, parce que les frontières sont externes mais sont également internes, de défaire le lien de confiance et de cohésion parfois dans les entités politiques territorialisées en créant ce qu'on peut appeler des confins intérieurs qui sont fondés sur l'argent, la sécurité ou l'ethnie. Et quand la frontière externe disparaît, elle est partout en interne, comme le dit Hervé Juvin. La frontière qui devait n'être plus nulle part se rencontre à chaque porte, à chaque entrée de bureau, à chaque sortie d'autoroute, à chaque aéroport, à tout moment, entre tous. Et on a oublié la notation d'Horace, poète latin. Les voyageurs qui traversent la mer changent le ciel au-dessus d'eux, mais non leur âme. Donc là aussi, ça renvoie à Hans Conrad Schumann tout à l'heure, hein, rien de sauf que pour se refermer. Effectivement, lorsqu'on passe la frontière, on ne change pas, on est toujours ce qu'on est. Il y a bien évidemment des possibilités d'évolution, des possibilités de transformation, des possibilités de restructuration, mais les frontières n'effacent pas les distances intérieures, les distances. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour les relations internationales futures. Un autre phénomène qui résonnera peut-être de manière particulière ici ce soir. Certains ont eu tendance à voir l'Europe comme un espace post-historique, post-national, post-identitaire. C'est vrai sous certains aspects, mais fondamentalement c'est faux. Fondamentalement c'est faux. En Europe, la Catalogne, le Pays Basque, l'Écosse, la Flandre, l'Italie du Nord, ce ne sont pas des périphéries de la mondialisation. On a eu tendance à croire que voilà, ceux qui refont frontières, c'est bon pour des pays jeunes, voilà, ça leur passera. En gros, ils viennent d'être indépendants, ils ont besoin de frontières, ça leur passera, et puis ils comprendront qu'on est dans une société des flux. Curieux quand même, toutes ces régions ne sont pas des périphéries de la mondialisation. Et l'indépendantisme s'y maintient pourtant fortement, on ne cesse d'y progresser, faisant bon ménage, comble paradoxal apparent, avec un sincère attrait pour la construction européenne. Et donc, des régions aux particularités culturelles marquées, acquises à la libre circulation économique, généralement, parce que l'Écosse, la Catalogne, la Flandre, plutôt des régions libérales, hein, en termes économiques, eh bien, ont tendance à souhaiter refaire frontière. Pourquoi ? Parce qu'elles ne voient pas en quoi ce désir d'homogénéité réappropriée, ou de clarification du rapport à soi, en termes sociologiques, serait incompatible avec la modernité. Et ce processus ne semble pas être seulement, l'analyse est un peu facile, de la part de certains, c'est pas seulement un processus de cloisonnement, c'est plutôt, de manière plus ouverte, une redistribution des cartes de l'influence et du pouvoir par le jeu de nouvelles autonomies territoriales. Non pas forcément pour s'isoler ou se rabougrir, mais pour manifester par de nouvelles formes d'autonomie étatique l'ambition de compter comme sujet, non pas comme objet de la mondialisation. Alors évidemment, cette question, elle est controversée, sur un certain nombre de polémiques, mais c'est assez intéressant. Alors, je m'aperçois que j'ai été trop long sur tout ça, sur ce sujet qui est particulièrement complexe, et qui touche quand même à des questions de fond que se posent nos sociétés. Les frontières du temps sont les plus difficiles à déplacer, donc je vais conclure. Je vais conclure en disant que les frontières, évidemment, si on ramasse un peu le sujet, beaucoup plus complexe que ce que je peux traiter en 40 minutes, 45 minutes, dépasser. Les frontières, elles sont confrontées à l'intensification des circulations mondiales. Ça, c'est évident. Donc, elles se multiplient et elles se reconfigurent. Ce sont des frontières nodales, de plus en plus, sous la forme de nœuds, de points de passage contrôlés. Mais ces frontières nodales,
réticulées, sous la forme de réseaux, elles se superposent, sans les remplacer totalement, aux frontières linéaires, celles de tout à l'heure, à bornées, aux zones tampons aussi, des anciennes marches et des confins qui se reconstituent. Pensez au glacis au sud tunisien, entre le sud tunisien et la Libye, le glacis militarisé qui est en train de se mettre en place entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, l'Arabie Saoudite et l'Irak, la reconstitution de frontières militarisées sous forme de glacis également entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Inde et le Bangladesh. Bon, on pourrait revenir sur la carte tout à l'heure et trouver un certain nombre d'exemples très nombreux. Et cette nouvelle complexité, eh bien, je dirais, a donné lieu à certaines erreurs d'analyse chez ceux qui confondent parfois la reconfiguration avec l'effacement. Par exemple, le philosophe libertarien Gaspard Koenig, qui est assez connu en France, qui écrit régulièrement dans Le Point par exemple, faisait il n'y a pas longtemps un commentaire du livre Homo Deus de Yuval Harari pour proclamer, alors je le cite, « Le libéralisme est la direction que prend globalement notre civilisation », avant d'ajouter « Le triomphe de l'individu, l'abolition des frontières, l'unification de l'humanité sont en cours. » Bon, chacun sa vision, mais on est en droit, sur ce point, de trouver Koenig un peu plus libertarien que philosophe, et quoi qu'il en soit, pas tout à fait assez historien. Parce que à 25 ans de distance, il prend un peu la suite, finalement, de Fukuyama, d'Omae, de O'Brien, qu'on a cité tout à l'heure, qui ont eu globalement tort. Ils ont eu globalement tort. Il faut regarder les choses. On pourrait remonter d'ailleurs cette lignée prophétique, disparition des frontières, unification de l'humanité sur une lignée assez longue période. Norman Angell Lane, au XXe siècle, qui annonçait la fin de la guerre, jusqu'à Joachim de Flore, qui proclamait l'avènement de l'ère de l'esprit au XIIIe siècle. C'est toujours. Mais ce qui n'advient justement pas, c'est la disparition des frontières. Parce que l'homme est trop complexe, trop aléatoire, trop vivant, en fait, comme disait Zimmel, pour accepter le dessèchement que constituerait la régression anthropologique au statut rabougri de simple individu. Et la réduction de la politique à la morale par la même occasion. Et d'ailleurs, il faudrait remarquer de manière contre-intuitive, on cite toujours Fukuyama, la fin de l'histoire. C'est pas le titre du livre, pas du tout. Le titre du livre, c'est La fin de l'histoire et le dernier homme. Une partie pour Hegel, une partie pour Nietzsche. Le dernier homme, chez Fukuyama, en fait, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude historique, une inquiétude anthropologique, qui est assez vive. C'est quelqu'un d'immensément cultivé. Et Nietzsche corrige ce que Hegel peut avoir de trop linéaire, de trop téléologique, trop hegelien, sur cette question des frontières et des cultures. Et Fukuyama avait finalement pressenti la contradiction entre que montraient des individus demain réunis par un atomisme égoïste et réunis surtout artificiellement sous l'empire d'une morale hygiéniste, parce que tout ça, finalement, c'est la définition du totalitarisme. La disparition apparente des murs, qui s'intitule liberté, pour faire oublier qu'il ne nous reste plus qu'une immense cellule collective. Donc, on a bien ici Nietzsche, avec ce dernier homme. Les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Malheur, les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voilà, je vous montre le dernier homme, Zarathustra. La terre sera alors devenue plus petite, et sur elle sautillera le dernier homme. Nous avons inventé le bonheur. Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre, etc. On a ce passage très clairement qui est rappelé chez Fukuyama en contrepoint de la vision d'une fin de l'histoire. Elle a un prix, cette fin de l'histoire. L'abolition des frontières a un prix. L'uniformisation, quelque chose d'assez triste et d'assez gris en réalité. Voilà. Je pense effectivement, vous citiez tout à l'heure la fin du livre, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'abolition des frontières, vouloir l'abolition des frontières, c'est quelque chose d'assez prendre une responsabilité assez grande. Parce que vouloir l'abolition des frontières, ça serait vouloir effectivement que les murs se multiplient. Le mur, c'est le contraire de la frontière. Il ne l'accompagne pas, il ne la matérialise pas, il ne la symbolise pas, il la nie. C'est sa négation. Le mur sépare, la frontière filtre, et elle permet les passages. Elle permet la compréhension, elle permet l'interprétation, elle permet le dialogue et l'échange, parce qu'on peut penser qu'on reste soi-même, on a finalement une appréhension de notre identité qui est sereine et qui nous permet de nous ouvrir à l'autre, sans qu'il y ait conflit ou sans remise en cause finalement de ce qu'on est, de ce qu'on peut être. Donc c'est tout simplement accepter les frontières de manière réaliste, c'est pas de la résignation,
c'est l'acceptation mature de ce qu'on pourrait appeler, de manière positive, le chatoiement indépassable du monde.